Bonsoir à tous. Merci d'abord et avant tout d'être venu écouter Pierre Kunsch sur un problème qui nous intéresse au plus haut point à l'heure actuelle. Mais avant, permettez-moi de vous exprimer toute ma révolte face à la fermeture de Tihange 2, qui va avoir lieu dans moins de 6 heures à l'heure actuelle. Cette révolte est exprimée dans plusieurs notes et en particulier dans une lettre qui va être adressée à nos différents ministres et présidents des divers partis. Merci d'écouter. Maintenant, je voudrais vous présenter Pierre Kunsch, qui probablement reviendra aussi sur ce problème. Pierre est bien connu parmi nous. Il fut un des orateurs du cours Enjeux climatiques et politiques de la transition électrique en 2020-2021, avec une conférence intitulée « Les politiques actuelles de la transition électrique sont-elles adéquates ?» En février 2022, lors du cours des éoliennes en Belgique, quel apport pour le changement climatique, quelles limites pour leur déploiement, il nous a parlé de la place des éoliennes dans le mix énergétique belge et les évolutions planifiées vers 2030-2040. Ce soir, alors que nos politiques Tihange 2, il nous parlera d'un tour d'Europe du Green Deal vue générale. Pour ceux qui ne connaissent pas Pierre Kunsch, il est né en 1940. En 1977, il est fait docteur en sciences de l'École polytechnique fédérale de Zurich. En 1986, il obtient le diplôme du CEPAC de l'ULB et en 1990, agrégé d'enseignement supérieur de l'ULB. Pierre a poursuivi une double carrière à l'université et dans l'industrie, en Belgique à la Belgo-Nucléaire, chez Siemens et à l'organisme de gestion des déchets radioactifs. Il a enseigné la recherche opérationnelle à l'École polytechnique de l'ULB et à la Solvay Business School de la VUB. Il est à présent honoraire. Il poursuit ses recherches dans le domaine de l'énergie, de l'économie, de la finance, de l'environnement et de l'éthique à l'aide d'outils systémiques et multicritères, avec plus de 100 publications dans des revues et ouvrages scientifiques renommés. Il est passe-président, passe-administrateur délégué et membre du bureau d'Orbel, la société belge. En te remerciant, Pierre, pour ta lutte sans relâche pour l'énergie, j'ai le plaisir de te céder la parole. Merci, André. Je suppose qu'on m'entend. Voilà, donc je vais passer alors à ma présentation sans plus attendre et j'espère faire un partage d'écran. Voilà, donc vous voyez mes slides, je suppose, je dois me mettre. Donc, il s'agit bien du Green Deal dont on parle ici. Je vais donner une vue générale. Donc, je ne parlerai pas spécialement de la Belgique, mais enfin, quand même, de temps en temps, on l'évoquera. Alors, voilà, une première, peut-être une petite introduction que je vais lire pour ne pas vous fatiguer à lire des écrans. Donc, le Green Deal, je pense qu'on le jugera à ses œuvres. J'ai repris ici la parole biblique bien connue, je crois que c'est dans l'évangile de Matthieu, je ne me souviens plus très bien. Donc, le Green Deal, au fond, est un peu basé sur le dogme, je dirais, suivant, c'est que les énergies électriques, éoliennes et solaires sont les deux piliers principaux de la transition énergétique verte. Vous voyez ici des exemples. Et donc, on va juger par les œuvres de voir ce qui est possible avec le Green Deal. Même s'il ne s'appelait pas comme cela au départ, pour juger des résultats obtenus depuis le début des années 2000, pendant lesquels l'Europe a amorcé une transition énergétique dont l'objectif est de diminuer les émissions de gaz à effet de serre qui sont supposées augmenter la température de la Terre à sa surface vers plus 2% et plus, ce qui aurait des conséquences dramatiques sur la vie sur Terre, en particulier pour l'humanité présente et future. Je ne vais pas entrer dans cet exposé dans la problématique du réchauffement climatique. Je souhaite simplement initier mes auditeurs à juger par eux-mêmes si ces promesses de réduction de cette menace ont été tenues, peu ou prou, et à quel prix, avec ou sans effet non désiré, qui compliquerait encore la situation.
une des conditions pour juger de cela doit être de ne pas devoir être entraîné à lire des traités de physique ou être sorti de Polytechnique, ce qui est mon cas en passant, enfin en toute modestie. Alors, je démarre ma présentation. Donc, le contenu, c'est donc bien de juger le Green Deal avec sa mission de décarboner et qui propose d'arriver à un moment donné à 100% d'énergie renouvelable, donc d'éliminer complètement toutes les sources fossiles qui peuvent exister dans la production d'énergie et pour cela, prévoir une électrification massive de l'ensemble de la consommation d'énergie. Alors, en passant, je vous demanderai de retenir les abréviations parce que je vais parfois les utiliser pour éviter de répéter donc 100 fois la même chose. Alors, cette transition vers le renouvelable se réaliserait vers les ENR, donc d'une part et principalement par les éoliennes et les panneaux photovoltaïques qui sont en quelque sorte le vaisseau amiral de la transition énergétique. Ce sont des énergies qu'on appelle fatales parce qu'elles sont intermittentes et donc elles dépendent des conditions de la météo. Je les désignerai dans la suite par Henri, je dirais parfois Henri, ça veut dire énergie renouvelable intermittente, pour simplifier le vocabulaire. Et d'autre part, on a en face de cela les autres énergies qui sont pilotables. Il y a l'hydraulique et la biomasse qui sont des énergies renouvelables, mais pas nécessairement vertes en ce qui concerne la biomasse, les déchets, la géothermie, etc. Et alors, bien entendu, on a aussi les fossiles et la production électronucléaire. L'objet de la présentation est donc de donner à mes auditeurs l'occasion de vérifier par moi-même ces conclusions. Et je vais utiliser 2 sites pour lesquels je vous propose de faire des petits exercices quand vous serez devant votre écran. C'est le MBER, j'indiquerai comment se connecter, et Electricity Map, qui sont accessibles à tous et qui donnent les données des 20 dernières années. Et donc, c'est extrêmement utile. Donc, les données sont bonnes. En principe, on n'a pas faussé les résultats du Green Deal. Alors, le plan de m'exposer rapidement 4 parties avec une conclusion. D'abord, le Green Deal, ça ne s'appelait pas comme ça avant. Donc, l'Europe a lancé maintenant des programmes de transition énergétique depuis longtemps. Et donc, ce serait la première partie. Je vais rapidement repasser en revue la préhistoire du Green Deal. Et puis, alors, ce que c'est devenu la transition énergétique à un moment donné. Et puis maintenant, c'est le Green Deal avec la dernière commission, c'est la commission qui est en place maintenant, si je me rappelle bien. Alors, le tour d'Europe, on va le faire avec les sites, donc les 2 sites que je viens de citer. Et on va voir que donc il y a quand même des problèmes. Il y a une construction défaillante du Green Deal. Et je conclurai en demandant, parce qu'il faut quand même rester quelque part constructif, faut-il sauver le soldat Green Deal? Alors la préhistoire, je pense que c'est le Club de Rome, dont je me suis beaucoup occupé personnellement, en 1972, Limits to Growth, donc halte à la croissance en français, qui répond à l'inquiétude sur la finitude des matières premières, en tête le pétrole. Et c'était une très bonne période pour le faire parce que l'année d'après, en 1973, avec le premier choc pétrolier, donc la guerre du Kippour, on a commencé à avoir donc, des problèmes d'approvisionnement, les prix ont augmenté très fort. Donc on s'est retrouvé un peu dans une situation un peu analogue à celle que nous avons actuellement avec des pénuries de pétrole à l'époque. Aujourd'hui, c'est plutôt le gaz. Enfin, le pétrole, ça va peut-être venir aussi. Et donc, ce sont des modèles dynamiques dont je me suis beaucoup occupé parce que je m'intéresse beaucoup à cette modélisation. Donc, je connais très bien le modèle du Club de Rome qui était critiquable, mais en soi posait des bons problèmes. Alors, ça a amené des pays comme la France, par exemple, qui avaient déjà démarré dans le nucléaire, et la Belgique aussi, dès 1968. D'ailleurs, on avait commencé à construire Tihange 1 et Doel 1 et 2. Donc, à l'époque, il ne fallait pas tellement de temps pour construire des centrales nucléaires, des réacteurs nucléaires. Et donc, il y avait le plan Mesmer en France,
Donc l'idée, c'était de sortir de cette crise, en particulier de l'emprise de l'OPEC à l'époque, ce n'était pas la Russie, c'était l'OPEC, en construisant des réacteurs nucléaires. Donc pour moi, ça nous a permis de sortir pour l'électricité du charbon et sans doute aussi du fuel. Et donc, moi, je le vois comme vraiment comme une transition énergétique qui a eu lieu à ce moment-là, qui était très importante, en tout cas pour l'électricité, puisqu'elle a donné une autonomie très importante à nos pays et d'autres pays en Europe. Alors, malheureusement, il y a eu, à un moment donné, il y avait déjà des mouvements antinucléaires qui étaient actifs probablement déjà début des années 70. Mais alors, Three Mile Island, aux États-Unis, il y a eu un problème avec ce réacteur. Il n'y a pas eu de mort, mais enfin, ça a quand même réactivé un petit peu l'activisme antinucléaire. Et alors, évidemment, Tchernobyl, qui a également donné des arguments aux antinucléaires pour sortir du nucléaire. Donc, il y a eu une première crise là dont je me rappelle très bien parce qu'il y a eu certains projets qui ont échoué à cause de Tchernobyl, alors que ça n'avait pas grand-chose à voir avec le réacteur nucléaire. Enfin, je ne vais pas parler de ça. Alors, la conférence de Rio, le sommet de la Terre, c'était très important. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi. Se développe le concept de développement durable, auquel j'adhère personnellement pour préserver les droits des générations futures à disposer des ressources non renouvelables puisées dans les stocks naturels, charbon, toutes les matières premières, finalement, cuivre. On ne parlait pas encore beaucoup des métaux rares dont on aura besoin pour la transition énergétique, mais c'était déjà une première inquiétude, évidemment, le pétrole surtout à l'époque. Et voilà, donc alors peu de temps, oui, j'aurais dû peut-être inverser. Le GIEC avait déjà été, donc on ne parlait pas encore beaucoup du changement climatique à ce moment-là. Dans le modèle, par exemple, du Club de Rome que je connais bien, World 3, on ne parle pas de la pollution, mais c'est très général. Et donc, on ne parlait pas de ce problème. Alors, il y a le GIEC qui a été fondé en 1988 par le G7. Et là, d'ailleurs, c'est assez intéressant de remarquer, donc c'était après l'accident de Tchernobyl, qu'en fait, ça a été fait sous la pression de, c'est assez intéressant de le rappeler, de Margaret Thatcher, Premier ministre britannique qui voulait lutter contre les syndicats du charbon. Et donc, le nucléaire, c'était très bien pour elle. Et Donald Reagan, aux États-Unis, qui voulait justement s'opposer au pouvoir des antinucléaires, des écologistes, je dirais en général. Et donc, c'est un peu le comble qu'à l'époque, c'était des gens qui n'étaient pas particulièrement du côté des Verts actuels qui ont proposé donc de faire ça, de lancer le GIEC lors d'une réunion du G7. Alors, après la suite de la préhistoire, à Berlin, les COP ont été créés. Il y a des COP, je crois, dans d'autres domaines, mais ici, donc Conference of the Parties, Climate Change Conference, pour mettre donc des mécanismes de réduction des gaz à effet de serre. Donc, qui était vraiment l'idée initiale, c'est de réduire les gaz à effet de serre, dont le CO2, évidemment, est un des plus importants pour l'électricité, en tout cas. Il y en a d'autres, évidemment. Il y a le méthane, par exemple, aussi, qui est le gaz naturel. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, à ce moment-là, il y a eu le protocole de Kyoto, c'était très important. En 1997, la COP 3 définit des objectifs de réduction CO2 par pays, surtout pour les pays industrialisés, puisque les pays moins développés, on leur dit, bon, on va vous permettre encore de vous développer, donc vous pouvez émettre un peu plus de CO2. Pour la Belgique, par exemple, l'objectif, c'était 10% qu'on devait atteindre entre 2008 et 2012 par rapport à 1990. Et ça, c'est bien parce qu'on donnait une date de référence. Et il me semble que maintenant, on l'oublie un petit peu à l'Europe, dans le Green Deal notamment. Alors ici, donc Deleuze, c'était donc après, évidemment, le protocole de Kyoto, qu'on ait lancé le protocole de Kyoto. Deleuze, secrétaire d'État à l'énergie écologiste, prépare avec le gouvernement arc-en-ciel la loi de sortie du nucléaire, en prévoyant donc un fin de parcours en 2015. Pourquoi 2015 ? Parce que les premières
les premiers réacteurs, Tihange 1, Doel 1 et 2, ont démarré en 1975. Donc, en réalité, elles ont plus que 40 ans déjà. En 2025, elles auront plus que 40 ans. Et donc, c'est pour ça qu'on avait dit 1975 plus 40 ans d'exploitation. Ça paraissait pas mal. On a dit 2015, OK. Plus tard, Paul Magnette, je ne sais plus exactement quelle date, voyant qu'il y avait quand même des craintes qu'on ne pouvait pas arrêter en 2015, prolongé à 2025 pour les derniers réacteurs. Il faut dire, quand on parle, par exemple, aujourd'hui des réacteurs les plus récents, il n'y a pas tellement de différence entre les réacteurs plus anciens, c'est-à-dire Doel 3 et Tihange 2, donc ils sont arrêtés aujourd'hui. Ils n'ont que 2 ans en plus que les plus récents, hein, qui ont démarré en 1985. Alors, à propos de Deleuze, il y a quand même quelque chose que je voulais signaler qui est assez amusant. Deleuze, lors d'une réunion, je me demande d'ailleurs si professeur André Berger ne participait pas, quelqu'un avait demandé, mais comment est-ce que vous allez produire votre électricité après 2015 si vous arrêtez les réacteurs nucléaires? Et de toute façon, les réacteurs nucléaires n'émettent pas de CO2. Alors il a répondu, mais ce n'est pas grave parce que le protocole de Kyoto, on mesure les résultats en 2012. Donc on n'aura pas encore arrêté les réacteurs nucléaires. Enfin, c'est un peu, je vous laisse juge de l'intérêt de la remarque. Alors, une chose qui est très importante aussi pour toute cette problématique, on est fort dans l'électricité parce qu'il y a un peu une confusion entre énergie et électricité actuellement qui prend cours de plus en plus, c'est que le marché de l'électricité, il y a eu l'ouverture du marché de l'électricité, ce qu'on appelle aussi parfois la libéralisation, qui appliquait une directive de 96, elle est devenue effective en Belgique, en tout cas pour les particuliers en 2007, et donc c'est toujours un peu comme ça dans le Green Deal aussi. Qu'est-ce que ça veut dire un deal? C'est un truc économique, hein. Donc c'est vraiment dans l'approche de marché, dans la tradition économique finalement de la communauté économique européenne, comme s'appelait l'Union européenne à cette époque-là, la CK, etc., la communauté du charbon et de l'acier. Hein, donc, voilà, donc on reste toujours un peu dans ces approches de marché. Alors, un grand drame qui s'est passé, parce que le nucléaire retrouvait un peu des couleurs, parce que les années avaient passé depuis 1986, la catastrophe de Fukushima, de Tchernobyl, et voilà qu'il y a la catastrophe de Fukushima en 2011. Et alors, à ce moment-là, la République fédérale allemande, Mme Merkel, qui pourtant est une physicienne, qui voulait d'abord prolonger le nucléaire, parce que Schröder voulait organiser, le chancelier Schröder qui l'avait précédé, voulait sortir du nucléaire plus tôt. Elle a dit, ben non, on va sortir plus tard. Puis il y a eu Tchernobyl, et il y a eu Fukushima, et alors elle a dit, ben non, on arrête tout, c'est trop dangereux. Enfin, ça c'est très important. Et alors, c'est là que l'Allemagne a démarré ce qu'on appelle le Energiewende, donc la transition énergétique, qui a servi en fait pour le Green Deal. C'est du copier-coller, je dirais presque, pour être un peu brutal peut-être. Alors après cela, donc disons le Kyoto, qui était quelque chose d'assez raisonnable, on a atteint les objectifs de Kyoto. Enfin, la Belgique en tout cas, je pense que la plupart des pays européens l'ont atteint parce qu'on a fait des efforts, on a diminué les émissions, etc. On a amélioré les rendements, et c'est ce qu'il fallait faire, c'est certain. Après 2012, on s'est dit, oui, plutôt que réduire les émissions de carbone, on va un peu atteindre des objectifs un peu multiples. Par exemple, on avait dit, c'est les 3 fois 20. Je ne sais plus en quelle année c'était après 2012, une des commissions qui est venue après. On va réduire la demande, hein, c'est un peu déjà l'idée de la sobriété dont on parle maintenant, 20% de la demande, augmentation des renouvelables de 20% et réduction des émissions équivalentes de CO2 des gaz à effet de serre, tenant compte d'autres gaz à effet de serre, par exemple le méthane. Voilà. Donc ça paraissait raisonnable et on tenait compte des particularités des pays parce que tous les pays n'avaient pas la possibilité. La Belgique, déjà à l'époque, on remarquait qu'avoir 20% de renouvelables, c'était très difficile
en Belgique. Hein. Donc, on avait dit en 2020, ah oui, c'était en 2020, hein, on avait dit en 2020, si vous avez 12,5, c'est bon. Hein. D'ailleurs, entre nous, on n'a toujours pas 20. Hein. On a, oui, peut-être quand même. Maintenant, on a atteint 20, mais on est en 2022. Alors, au cours du temps et des commissions, des changements de commission, des COP, le renouvelable prennent le pas comme une sorte d'indicateur des réductions de CO2. Ça, c'est un peu, il y a un shift dans la perception de ce problème climatique. On ne parle plus de réduction plus directement, on dit plutôt les renouvelables. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire du renouvelable. Donc, il faut décarboner. On parle de neutralité carbone, hein, notamment à la COP 21 à Paris en 2015, hein, la célèbre COP 21. On parle de neutralité carbone obtenue par le développement de sources décarbonées, éventuellement aussi par des mesures de compensation. Par exemple, un exemple, c'est la biomasse. Les déchets, brûler des déchets ou de la biomasse, ce n'est pas vert, hein, puisqu'on émet du CO2, mais c'est renouvelable. Alors on dit, ben, OK, un peu par une astuce logique, on dit, mais si on reforeste en même temps, ce n'est pas grave, on peut compenser. Alors on peut aussi acheter des permis carbone, par exemple, il y a un marché qui se met en place qui est le European Carbon Trading System, donc c'est de nouveau un instrument économique, hein, puisque c'est un trading, hein, donc c'est un marché, et on peut compenser. Si on émet un pays émet un peu trop de CO2, ben, il peut acheter des permis carbone, etc. Alors il faut noter que le nucléaire, on n'en parle plus beaucoup, hein, on ne dit même pas, alors qu'il est décarboné à 100%, on n'en tient pas vraiment compte parce qu'on est dans la logique de l'énergie-wende, donc qui est d'arrêter le nucléaire parce que c'est trop dangereux, surtout dans des pays très peuplés comme la Belgique. Alors, on met, pour encourager toutes ces énergies renouvelables, on met en place ce qu'on appelle une taxonomie, c'est-à-dire une liste d'investissements qu'on va pouvoir faire et qu'on va pouvoir financer avec des montants très importants. On a parlé de 1 000 milliards d'euros, même pour le Green Deal, hein, donc, comme ça s'appelle maintenant, et seuls les renouvelables, au départ, étaient dedans. Et puis, à un moment donné, il y a eu quand même des discussions, on s'est dit, oui, mais pendant tout un... Comme le renouvelable est intermittent, enfin, les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, c'est intermittent, on doit avoir une doublure thermique, on ne sait pas s'en tirer autrement. Et cette doublure thermique, ça va être le gaz, parce que le nucléaire, on n'en veut pas. Et puis, il y a eu toutes sortes de discussions, notamment avec la France et les pays de l'Est, qui ont beaucoup de nucléaire. Il y a beaucoup de pays de l'Est qui ont des réacteurs nucléaires. Et donc, on a accepté que le nucléaire entre dans la taxonomie comme énergie de transition. Vers quoi? Transition, quand même, à un moment donné, vers 100% énergie renouvelable. Alors, donc, ça veut dire finalement, dans ce concept-là, on peut tout financer, on peut tout investir partout, sauf, je dirais, le charbon et le fuel, peut-être, hein, qui sont encore très présents dans l'Europe, hein, comme on le verra. Alors, donc, cette accélération, c'est celle-là qui sert de modèle. Hein. Alors, il y a eu un emballement donc, de cet objectif de décarbonation, c'est-à-dire mettre en place des systèmes énergétiques qui ne produisent pas de CO2, mais en oubliant quand même un petit peu le nucléaire là-dedans. Hein. Alors, on dit, voilà, 40%, et puis il y a eu le Fit for 55, enfin, je m'y perds un peu, c'est très compliqué, hein, selon les commissions. Il y a eu une sorte de surenchère vers la neutralité complète qu'on est supposé obtenir pour l'ensemble de l'énergie en 2050. Alors, on verra si c'est raisonnable ou pas. Donc, c'est là qu'il y a un grand problème pour moi pour ce Green Deal, parce que ça devient alors le Green Deal. Donc, c'est la transition énergétique qui change de nom, en quelque sorte. On ne distingue plus l'électricité du total de l'énergie consommée, car à terme, tout devrait de toute façon devenir électrique. C'est un peu l'idée. Enfin, moi, je la comprends comme ça. Peut-être que je me trompe, hein, mais tout doit devenir 2050. Donc, on va se chauffer
avec, par exemple, des pompes à chaleur qui vont fonctionner avec de l'électricité. Évidemment, il faudra la mobilité, les transports, tout ça. Alors, la métallurgie, on va utiliser peut-être de l'hydrogène qui sera fabriqué à partir de l'électricité verte, hein, les cimenteries qui émettent beaucoup de CO2, etc. Tout doit devenir électrique. Donc, ça, bon, OK, c'est peut-être une idée, hein, mais comme les renouvelables ne produisent pas de façon continue et pilotable comme les thermiques et l'hydraulique, à un moment donné, on a un problème. Si on est 100% renouvelable, on n'a plus de sources pilotables pour ajuster l'offre à la demande. Il faut développer un grand réseau. Ça, c'est aussi dans la tradition de l'Europe, je dirais, de l'Europe, la tradition des grands réseaux. Il y en a dans les TGV ou des choses comme ça. Ici, c'est dans l'électricité, puisque l'électricité va devenir le support de tout. C'est ce qu'on appelle la copper plate, donc la plaque de cuivre. L'électricité va circuler partout. Quand on n'a pas de vent quelque part, alors il y a l'idée, il y a du vent ailleurs, on va pouvoir alimenter un pays qui n'a pas assez de vent par un autre où il y a beaucoup. Alors, l'installation de batteries aussi va servir, évidemment, parce qu'il y a le fait qu'à certains moments, on produit trop. Par exemple, au cœur de l'été, on produit énormément de solaire. On a des puissances gigantesques qui sont en place. Et donc, il faut faire du stockage, des stockages. Éventuellement, entre journées, entre saisons, etc., ce qui n'est pas évident. Donc, pour les batteries, c'est compliqué. Ça n'existe sûrement pas aujourd'hui. Il y en a très peu qui peuvent, comme ça, stocker en été et alimenter en hiver, par exemple, à travers les mois. L'hydrogène vert, qu'on peut créer par électrolyse, doit servir si on n'a pas d'hydraulique. Évidemment, le pays qui a des hydrauliques, je prends l'exemple, la Norvège ne fait pas partie de l'Union européenne, c'est un exemple. Elle est complètement verte pour son électricité parce qu'elle a de l'hydraulique. Elle a aussi des éoliennes et elle peut stocker son électricité grâce à son énergie. Donc, il faut pouvoir développer ces technologies aussi dans le cadre de la taxonomie. Alors, qu'est-ce qui se passe? La guerre en Ukraine, il y a un appel d'air, là, apparemment, pour ces choses-là. C'est un peu triste à dire. On a une accélération de l'implantation des sources de production ENR, donc énergie renouvelable, aussi pour rendre, on arrive à ce propos-là, qui moi m'étonne quand même toujours un petit peu, pour rendre l'Union européenne indépendante du gaz naturel de Russie. Et donc cette accélération, voilà, elle se produit ici, dans le contexte de guerre. Et alors la Commission dit des choses. On doit faciliter les procédures d'agréation des énergies renouvelables, spécialement les éoliennes, sous-jacentes bien sûr, parce qu'on sait bien qu'il y a pas mal de résistance à installer trop d'éoliennes. Les gens commencent un peu à se dire, bon sang, ça envahit les campagnes et tout ça, donc il y a une opposition. Donc il y a des procédures de recours, on doit essayer de faire que ça. Et alors, on met en place ce qu'on appelle un Repower EU Plan, qui est ici expliqué ici, donc qui se base vraiment sur d'autres choses. On doit donc économiser l'énergie, mais ça, on l'a déjà fait. Mais surtout, produire de la clean energy. Et dans cette clean energy, pour moi, je comprends mal, c'est surtout quand même les éoliennes et les panneaux photovoltaïques, parce que l'Europe, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Oui, on peut mettre de la biomasse, il y a peut-être de la géothermie qu'on peut développer. Et il n'y a pas très peu de traces de géothermie, sauf dans les pompes à chaleur, mais elles fonctionnent aussi à l'électricité. Et les barrages, on ne sait plus développer grand-chose en Europe, on peut un peu augmenter. Alors, moi, ce qui me stupéfie dans ce type de document, c'est pour ça que je n'ai pas lu tous les textes parce que c'est très compliqué à s'y retrouver, c'est qu'on parle d'énergie et puis tout à coup on vient avec des puissances. Ce qui entretient chez moi l'idée que les fonctionnaires européens, les parlementaires européens ne comprennent pas la différence entre l'énergie et la puissance, la capacité de production. Ce n'est pas la même chose évidemment. Parce qu'ici on dit, donc, pour atteindre cet objectif de décarboner à 45%, si ça c'est l'idée, l'énergie,
on a besoin d'énergie, de capacité de 1236 gigawatts. Alors là, moi, je tombe des nues, d'où est-ce que ça vient, ça? Parce que quel est le power mix auquel ça correspond? Hein, parce que si on installe tout en mer, ok, c'est très bien, mais si on installe, c'est qu'on prend des panneaux photovoltaïques, le panneau photovoltaïque, il produit 4 ou 5 fois moins qu'une éolienne en mer. Donc, ça n'a pas de sens, en fait, ce message. Hein. Et ça me donne un petit peu l'impression qu'on est en train de faire du business autour de ces deux choses. Alors, je regarde ici, le Parlement européen a accepté tout ça. Donc, voilà, le Green Deal est accepté depuis longtemps, on a accepté les budgets, etc. Mais maintenant, on accepte donc d'accélérer the deployment of renewable energy. Hein, il y a des documents qu'on peut lire si on veut, ça se trouve sur Internet. Alors, bon, maintenant, moi, je me pose toujours une question. En fait, il s'agit bien de 45% d'énergie, donc des terawattheures par an pour l'ensemble de l'Europe, de l'Union européenne, ou bien des pourcents de gigawatts de puissance, des pourcents de puissance. Hein. Alors, est-ce qu'il s'agit d'électricité? On a parfois l'impression que c'est ça, qu'on anticipe déjà l'idée que tout va devenir électrique, ou bien est-ce qu'on parle d'énergie finale, voire même d'énergie primaire? Mais je n'entre pas dans ce débat-là. Déjà, entre électricité et énergie finale, il y a un problème. Parce que si on regarde uniquement la production d'électricité, en fait, ça représente, l'électricité représente aujourd'hui en 2022, 2023, c'est peut-être un peu plus, je ne sais pas, c'est 22%. Donc, ça veut dire que les 37% de production qui sont donc des énergies renouvelables correspondent à 8% de l'énergie finale. Donc, il faudrait qu'on arrive à 45%. On ne voit pas comment ce serait possible. Hein. Alors, c'est encore pire, évidemment, si on ne regarde que les énergies renouvelables intermittentes, donc les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, on a seulement 4,2% de l'énergie. Donc, aller dire qu'on va obtenir grâce à ça 45%, dans 8 ans, dans 7 ans, c'est complètement farfelu, hein, puisque ça doit être en 2030. Alors, j'ai parfois un peu cette impression que, ou bien il y a une confusion que je ne comprends pas. Le Green Deal, est-ce une opération commerciale qui a trouvé un argument de vente avec la guerre en Ukraine? Hein, c'est un peu terrible de devoir dire ça, parce que quand on regarde les chiffres, ça ne va jamais remplacer le gaz russe, on verra dans un instant. Ou bien est-ce que moi j'ai mal compris? Enfin bon, c'est possible, hein, je ne sais pas. Alors la réalité des énergies renouvelables en 2021, c'est 510 gigawatts, hein, donc on est loin des 1236 gigawatts, hein, si c'est de ça qu'on parle, soit 56% de la capacité installée totale de l'Europe, je vais le montrer. C'était en 2021, maintenant il y a peut-être un peu plus, hein, et c'est en fait que 37% de l'énergie produite, l'électricité produite. Donc, comme on l'a vu, il faut encore multiplier par 22% pour avoir l'énergie finale. Alors, je voudrais quand même, j'ai perdu un peu de temps à expliquer ça, je voudrais faire mon tour d'Europe. Hein. Je vais pour ça vous montrer un site donc, qui est intéressant, qui est un site qui s'appelle MBER. Donc, si vous tapez MBER dans Google, vous allez probablement le trouver. Hein, ça s'appelle, voilà, il est là, ici. Et je vais un peu voir, il y a 4 promesses finalement de l'Europe. Hein. Électrification croissante, les énergies renouvelables vont éliminer progressivement les sources fossiles et aussi le nucléaire, si on a bien compris, puisque ce ne sont que des énergies de transition. Le gaz naturel, voire le charbon, ainsi que le nucléaire resteront temporairement comme énergie de transition le temps qu'on ait assez d'ENR. Alors, la quatrième, la réduction des émissions de CO2, c'est ça l'objectif quand même hein, du Green Deal, c'est de sauver le climat, de réduire les émissions de CO2 et concomitante au déploiement des... Alors, je vais voir ce qu'il en est. Ici, je fais un peu en real time, je vais peut-être avoir un problème, on verra bien. Je crois que ça devrait normalement... Ah oui, attends, ça doit normalement aller. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire.
Non, voilà, ici, c'est ça. Voilà. Alors, je me trouve ici dans le site de Emberg. Donc, vous voyez, il y a ici à gauche, je ne vais pas montrer grand-chose parce que je n'ai pas le temps, mais je vais commenter par la suite un certain nombre de slides. Vous pouvez donc, je vous recommande vivement de l'utiliser. J'ai un petit malheur avec ce site. Donc, ça donne une vue globale, pas en real time, bien entendu, une vue globale des choses. Malheureusement, ça s'arrête en 2021. Apparemment, ils n'ont pas encore eu le temps de mettre 2022. Ça aurait été ultra intéressant de voir ce qui se passe en 2022. Notamment par rapport au charbon, on annonce maintenant un retour du charbon, notamment en Allemagne. Donc, ce serait très intéressant. Donc, on sait voir le monde entier avec ce site. Et ici, j'ai pris évidemment uniquement l'Union européenne, puisque c'est mon objectif. Sinon, on peut voir la Belgique, l'Allemagne, la France, l'Estonie, enfin, toutes les îles Féroé. C'est vraiment très précieux. Et je vous consulte. Vous regarderez le jour où il y aura 2022, vous verrez pas mal de résultats très intéressants. Alors, qu'est-ce qu'on peut montrer? Il y a la génération, donc c'est les térawattheures, ça c'est l'énergie. Alors, ce que je vais me limiter, il y a la génération, il y a les émissions, je parlerai un peu des capacités, l'intensité. Oui, les capacités, c'est ça que je vais regarder. Voilà. Vous voyez, ça c'est les capacités. Donc, au niveau avec les différents types d'énergie. Il y a déjà une chose qui saute aux yeux. Finalement, les renouvelables intermittents qui sont ici en haut, il y a d'énormes capacités en bleu et en jaune, tandis que de l'autre côté, dans le slide précédent, leur contribution est relativement petite. Ici, c'est très important. Enfin, je ne vais pas en discuter ici directement. Alors, il y a les émissions, la CO2 intensity. Voilà, au niveau de l'Europe, vous voyez, ce n'est pas grand-chose. J'avais calculé la diminution. On a réduit 32% depuis 2000. Ce n'est pas encore très spectaculaire. Vous voyez qu'ici, par exemple, en 2020, on avait eu une baisse entre 19. C'est dû au Covid. Donc, quand il y a une crise, on consomme toujours moins d'électricité. Et donc, il y avait une crise du Covid. Et puis, en 2021, on s'est empressé de remonter. Donc, on a reperdu l'avantage. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je voulais montrer. Comment utiliser ce site. C'est très facile. Vous l'avez vu. Alors, je reviens à mes slides. Si je suis dans le bon... voilà. Donc ici, je suis sorti apparemment. Oui, ça c'est embêtant, je suis sorti du slideshow. Slide. Ah oui, voilà. Donc, OK. Alors, donc en ligne, ça je vous ai montré. Alors voilà. Alors les 4 promesses, qu'est-ce qui se passe? On va réaliser l'électrification croissante de l'énergie consommée, plus 9,5% la demande. Vous voyez que la demande n'a pas, donc c'est la courbe supérieure. En fait, la génération et la demande d'électricité, c'est la même chose pour l'Europe, l'Union européenne, à cause de la copper plate, parce qu'il y a des importations, des exportations, tout ça se compense. Donc, au total, la production, c'est la même chose que la demande d'électricité. Elle n'a augmenté que de 9,5%. Donc, on est très loin de voir tout à coup une électrification à grande échelle de l'énergie. On devrait avoir beaucoup plus. On n'a pratiquement rien du tout comme électricité. Donc, c'est faux. Alors, en 2022, je pense qu'il n'y a pas eu... Au contraire, en 2022, il y a même eu une récession, parce qu'on est à cause de la crise en Ukraine, donc on a encore moins de demande d'électricité. Donc, il n'y a pas du tout de passage à une électrification croissante. Alors, deuxième remarque, deuxième proposition, les ENR vont progressivement éliminer les sources fossiles et aussi le nucléaire. Alors ici, ce qu'on voit, et ça c'est très intéressant, c'est que la demande, donc pour une demande de 9,5%, une augmentation de 9,5%, on a 80% de puissance en plus. Pourquoi on a 80% de puissance en plus? Parce que les éoliennes et les panneaux photovoltaïques ne fonctionnent pas tout le temps. Donc, il y a des grandes périodes où ça ne tourne pas, ou bien ça tourne à régime réduit. Pendant la nuit, il n'y a pas de solaire, etc. Donc, on a d'énormes capacités
pour produire finalement, j'allais dire des cacahuètes, enfin, c'est un peu exagéré, mais c'est le cas. Et alors, est-ce qu'on a remplacé les énergies fossiles, les énergies fossiles et le nucléaire, donc les pilotables, y compris l'hydraulique qui est ici en bleu et un petit peu de biomasse, on n'en a pas beaucoup? Ben non, parce que les pilotables, ça a augmenté de 13% sur la période. On n'a rien remplacé. On a empilé des sources alternatives qui en fait ne servent pas à grand-chose parce qu'on a dupliqué pratiquement, certains pays ont multiplié même par 2 leur puissance pour la même demande d'électricité. Donc, évidemment, ça va avoir des conséquences pour les coûts et les prix aussi. Hein. Si vous avez, pour la même chose, vous avez 2 fois plus vous compliquez les choses en mettant 2 fois plus de puissance, ça va coûter beaucoup plus cher. Alors, donc, les ENR vont progressivement remplacer les sources fossiles et aussi le nucléaire, c'est faux, évidemment. Hein. Et là, si je regarde maintenant les capacités, hein, donc pouvoir comparer à ce fameux objectif-là du Green Deal, hein, dont on a parlé avant, pour les puissances, ici ce sont des gigawatts, c'est plus des énergies, c'est des gigawatts. On voit qu'on a, donc il y a 80% de puissance en plus, rien que pour les pilotes. Donc on a 9,5% d'augmentation de la production, la demande, c'est la même chose. On a 80% d'augmentation de la capacité totale en 2021, aucun remplacement par les énergies renouvelables intermittentes, des pilotables qui croissent de 14%. Donc, en fait, conséquence, les pilotables et nucléaires ne sont pas des énergies de transition. Et alors, d'autre part, si on regarde ce qui est purement décarboné, je ne sais pas si c'est mon slide suivant. Voilà, donc si je regarde maintenant par rapport à l'énergie, je reviens à l'énergie, mais cette fois-ci en pourcent, parce qu'on s'est aussi représenté. En 2021, j'ai décarboné grâce au nucléaire, enfin l'Union européenne a décarboné 25% de son électricité, pas de son énergie totale. 19% par les Henry et les ENR autres, donc l'hydraulique et la biomasse, peut-être d'autres choses, il y a un petit peu peut-être de géothermie, je ne sais pas, on a 18%. Donc, déjà une première remarque, par rapport aux énergies renouvelables, les intermittents ne sont pas les seuls. Hein. Il y a les autres, c'est à peu près la même chose. Hein. Il y a 18 et 19%. Donc, ça veut dire qu'on a décarboné 37% avec les énergies renouvelables et 25%. Donc, on est à 62%. Alors, si on doit décarboner l'électricité à 45%, le pari est tenu ou pas? Enfin, moi, je me pose la question. Alors, d'un autre côté, on va nous dire on doit remplacer le nucléaire, c'est un peu l'idée, hein, le nucléaire n'est qu'une énergie de transition. Le nucléaire part des énergies renouvelables. C'est complètement idiot, parce qu'on va le remplacer probablement pas avec des barrages, avec de l'hydroélectricité. On essaie de le remplacer avec des éoliennes et panneaux photovoltaïques. Et si on fait ça, il faudra encore multiplier par 2,3 au niveau de l'Europe, hein, toutes les capacités Henry qu'on a, par 2,3, alors qu'on a déjà décarboné. C'est complètement farfelu, hein, ça n'a pas de sens. Alors, si on veut remplacer le fossile électricité et le nucléaire, hein, énergie de transition, donc qui vont être éliminés à la fin si on fait du 100% renouvelable, on va avoir multiplié par 4,1. Donc, hein, en admettant que les énergies autres, la biomasse et l'hydraulique, elles ont des difficultés à augmenter beaucoup leur capacité. J'ai supposé ici dans le calcul qu'on aurait 20% en plus de ces énergies-là, énergies alternatives. Hein. Et aussi, j'ai supposé dans le calcul, c'est tout à fait farfelu aussi, qu'évidemment, on va produire, il y a des capacités énormes qui vont produire beaucoup trop à certains moments, à d'autres moments pas du tout, quand il n'y a pas de vent et pas de soleil. Et donc, on peut avoir un système de stockage, par exemple avec l'hydraulique, comme c'est le faire la Norvège, mais c'est un peu un cas unique. Et donc, on n'aurait pas de perte dans ce stockage. Donc, on pourrait reporter
de l'énergie qui serait produite en été, par exemple, avec beaucoup de panneaux solaires, qu'on pourrait le remettre en hiver. Donc, voilà. C'est évidemment aussi complètement impossible. Alors, si je regarde donc maintenant, c'est de nouveau le problème qui se pose. Est-ce qu'on parle de l'énergie ou est-ce qu'on parle de l'énergie dans son ensemble ou est-ce qu'on parle de l'électricité? Si c'est l'énergie, vous avez vu qu'il faudrait multiplier par 23. Et ça, c'est des capacités mirobolantes, hein, c'est des milliers de gigawatts qu'il faudrait avoir. Ici, moi, j'ai compris que c'était au niveau des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. Donc, aujourd'hui, pour ces deux-là, on est à 511 gigawatts, ce qui est énorme, hein, donc cette augmentation 80%. Imaginez qu'on doit aller ici en 7 ans, 8 ans. C'est tout à fait impossible. Hein, donc, une croissance exponentielle d'abord va aller comme ici. Puis, si on regarde d'abord ici, comment montent les énergies renouvelables intermittentes, les 511, ça ressemble très fort à une croissance logistique. On a une croissance rapide là, et puis ça commence à plafonner, il y a un plafond. Et donc, on peut s'attendre à ce qu'il y a des limites. Et probablement, sauf dictature ou quelque chose, que le fait d'accélérer la transition, on ne va pas obtenir 2 fois plus d'éoliennes en si peu de temps. C'est tout à fait impossible. Alors, voilà. Alors, donc, le troisième objectif, c'est donc le gaz naturel, voire le charbon ainsi que le nucléaire resteront temporairement le temps qu'on ait assez DNA. Combien de temps faudra-t-il attendre, hein? On voit bien que c'est compliqué. Alors on va nous dire, c'est en 2050, il faut le faire, mais est-ce que c'est réalisable? Ça ne me paraît pas vraiment. Alors, si on regarde maintenant les pays, donc ce que j'ai dit, cette formulation qui est très importante, je crois, et que j'aimerais bien que tout le monde comprenne, y compris nos politiciens, les journalistes, etc., qui émettent souvent des faux messages à ce point de vue-là, c'est que si on ferme des capacités pilotables sans les remplacer par d'autres pilotables, on n'y arrivera pas tout simplement. Si on n'a pas d'hydraulique, éventuellement on peut espérer d'avoir de l'hydraulique, on peut espérer d'avoir des batteries, mais bon, au niveau d'un continent, il faudrait des capacités absolument mirobolantes. Rien que pour la Belgique, par exemple, j'ai un collègue qui a calculé, je n'ai plus le chiffre en tête, il faudrait, donc en Belgique, nous n'avons qu'une source de stockage, c'est la centrale de pompage de Caux. Hein, donc on pompe pendant la journée, on n'a pas beaucoup de demandes. Pendant la journée, pendant la nuit plutôt, on n'a pas beaucoup de demandes, donc on peut pomper l'électricité à Caux, dans un barrage supérieur, et puis pendant la journée, on turbine pour produire l'électricité. Il faudrait 1200 centrales de stockage de Caux rien que pour la Belgique. Alors bon, c'est pas possible, hein, on n'a pas ça. Alors on peut travailler peut-être avec la Norvège qui a fait une alliance avec le Danemark, on en parlera après si on a le temps, mais le Danemark ne pourra pas servir à toute l'Europe pour ça. Alors ne parlons pas évidemment de l'hydrogène, etc. C'est de la science-fiction. Alors ce qu'on voit ici, c'est que jusqu'à une certaine date, tous les pays ont gardé leur puissance pilotable. La France, ici, vous voyez que c'est constant. Donc, si on prend jusque-là, hein, le nucléaire, la France a beaucoup de nucléaire, l'hydraulique, hein, et puis alors, maintenant, ils ont un peu il y a la biomasse qui est là. Au total, on a à peu près 100 gigawatts de pilotable, même un peu de charbon qui reste ici, hein, le gaz, là en dessous, d'autres fossiles. Donc, on a gardé ça. Et puis maintenant, bon, on a un problème parce qu'il y a beaucoup de réacteurs nucléaires qui sont hors de service, comme vous le savez, pour des raisons de maintenance, etc. Donc, le fait qu'on ait une capacité, évidemment, ce n'est pas suffisant. Il faut encore que la capacité puisse tourner. Donc, la France a un problème. Et puis, on a arrêté Fessenheim, 1,8 gigawatt. Donc, c'est un problème. On n'a plus assez de capacité. Alors, la Belgique, c'est ça qui nous intéresse. On avait à peu près 14 gigawatts.
de pilotage, vous voyez qu'on a gardé ça au cours du temps, hein, parce qu'on savait bien que c'était indispensable d'avoir cette capacité-là pour satisfaire la demande, l'approvisionnement en électricité du pays et être indépendant. Et voilà. Et aujourd'hui, on a perdu, et c'est pour ça que 2022 et 2023 ne sont évidemment pas là, on va perdre 2 gigawatts. Donc, c'est énorme par rapport à 14 gigawatts qu'on avait avant. On n'a plus que 12 et on est à la limite parce que la pointe de puissance aujourd'hui, en hiver, c'est déjà aujourd'hui plus de 12 gigawatts. Donc, on n'a déjà plus assez de capacité pilotable. Donc, on doit compter sur des importations. Et ça va poser problème. Moi, je dis toujours, avec cette fermeture de nos réacteurs nucléaires, on joue à la roulette russe, sans jeu de mots. Alors, l'Allemagne est le bel exemple de ce qui se passe aujourd'hui. On voit les énormes capacités. Donc, ils ont plus que doublé leur capacité de réseau. Donc, c'est 120% chez eux. Ce n'est pas 80%, c'est 120%. Et vous voyez qu'ils sont en train de perdre des capacités avec la fermeture de leur réacteur nucléaire. En 2022, on a encore perdu. Et maintenant, ils devaient théoriquement perdre encore les derniers. Il restait 4 gigawatts qu'ils devaient perdre à la fin de l'année 2022. Et puis, ils ont quand même décidé, le chancelier Scholz, ils ont quand même fait un accord avec les écolos qui ne voulaient pas d'abord. Et puis, bon, ils ont dit, on a un problème parce qu'on n'a plus assez de capacité. On a un embargo sur le gaz. Bon. Et qu'est-ce qu'on fait? On rouvre des centrales au charbon. Donc, ici, on va revoir en noir le charbon qui remonte. Et parce qu'il n'y a rien à faire, on ne peut pas se passer des capacités. Donc, c'est tout ça. C'est là qu'on comprend comment cette crise actuelle met en évidence la réalité des choses, que c'est tout simplement pas possible. Donc, on a beau encore multiplier ces sources intermittentes, ben on n'arrivera pas. L'Allemagne veut encore multiplier par 2 les capacités de renouvelables intermittents qu'ils ont. Ils couvrent déjà presque 0,9% de leur territoire national. Ils couvriraient, donc vous pouvez calculer, l'Allemagne, je crois que c'est 377 000 kilomètres carrés. Si on prend 2%, ben c'est énorme. C'est la surface de la Bavière qu'il faudrait couvrir de fermes solaires, de panneaux, et avec des résultats minables, probablement. Alors, la dernière truc, et c'est là qui est la dernière constatation, et c'est là que c'est effrayant de voir qu'au fond, l'objectif est complètement manqué avec tout ça. Si je regarde au niveau de l'Europe, et ça va s'aggraver, ici en 2020, il y a eu une diminution à cause de la crise, on est remonté en 2021 avec le total. Au total, bon, voilà ce que vous avez. Donc, une diminution, certes, de l'émission de CO2, j'avais dit que c'est 32% de moins, mais c'est dû principalement à la diminution du charbon. Le charbon qui a diminué. Regardez, les 2 courbes pratiquement sont les mêmes. Cette courbe-là et la courbe supérieure qui est la même, puisque la production, c'est la même en fait que pour l'Europe. Donc, on n'a absolument rien, pratiquement rien gagné avec ça. Donc, c'est faux de dire que plus on va avoir d'ENR, plus on va réduire le CO2, les émissions de CO2. L'exemple même de l'Allemagne, voilà, j'ai mis ensemble ici, donc ça vient toujours de Ember, vous pouvez le vérifier. Le monde est là, beaucoup de charbon, je pense que c'est entre 70 et 80% de charbon. Germany, l'Allemagne, pratiquement la même chose. L'EU est là, donc le pays record du monde des éoliennes et des panneaux photovoltaïques, c'est l'Allemagne, 120% en plus de puissance pour pratiquement rien comme changement de demande et un niveau d'émission qui est comparable à celle du monde. C'est comme si on n'avait rien fait du tout. Alors la Belgique ici, vous voyez qu'ici il y a parfois des oscillations qui sont dues au fait qu'à un moment donné, on avait arrêté des réacteurs nucléaires, d'ailleurs Doel 3 et Tihange 2 qui sont arrêtés maintenant pour soi-disant des skurtjes en néerlandais, des fissures, alors que c'était des bulles d'hydrogène qui n'empêchaient absolument pas la V1. Et maintenant, on va remonter. Donc moi, j'ai calculé qu'on était à 150 grammes de CO2 par kilowattheure en 2021.
on va grimper, pour 2022, on aura 170, un peu plus, et on a perdu un réacteur, donc 1 gigawatt, 1000 mégawatts, et en 2023, on aura 235 grammes de CO2, et en 2025, quand on arrêtera tous les réacteurs, on sera aussi noir que l'Allemagne, 700 grammes de CO2 par kilowattheure. Voilà, ça c'est le succès en fait qu'on a obtenu. Alors je continue avec un deuxième site qui est intéressant. Je pense que j'ai encore un peu de temps pour ça. Ceci c'est vraiment quelque chose qui est formidable, ce site. Je suis enthousiaste par rapport à ça. J'essaie de retrouver mes copies parce que ça demande un peu de délai. Pour présenter ça dans le temps, on pourrait passer en fait 1 heure ou 2 à présenter ça. Je n'ai pas le temps de le faire, mais c'est donc electricitymap.org. Donc, si vous voulez le trouver, en Google, vous tapez electricitymap.org et vous allez le trouver. OK, alors vous verrez apparaître un écran. Vous pouvez, ici, je l'ai déjà lancé, donc on va voir. J'espère que je n'aurai pas trop de problèmes. Voilà, Electricity Map, le voilà. Et là, c'est du real time. Donc, je suis vraiment en real time maintenant. Et vous voyez la carte de l'Europe, même du monde. Hein, vous pouvez voir la carte du monde. Enfin, ce qui nous intéresse ici, c'est l'Europe, avec plus loin la Russie, même la Turquie, etc. Vous pouvez tout voir. Ça, c'est l'image de l'Europe aujourd'hui à 16 heures. Donc, il y a un petit retard dans ici, on est maintenant, il est 18h30. Hein, je crois que j'ai encore à peu près une demi-heure pour présenter ça. Ça devrait aller. Voilà. Donc, vous voyez bien que l'Europe, finalement, c'est pas tellement vert. Hein. Il n'y a pas tellement de vert, hein, finalement. Il y a des pays, donc il y a 3 types, je dirais, dans cette image-ci. On voit trois types de pays et on va devoir un peu confirmer. Le problème ici, c'est que c'est du real time. Et donc, je ne sais pas en direct revenir directement en arrière, savoir, donc je suis à 16 heures ici, et peut-être tantôt je peux regarder quand on finira, ça aura peut-être déjà un petit peu changé. Mais vous voyez, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 2 types de pays, je dirais. 3 types de pays. Alors, il y a les pays qui sont toujours verts, et ça, c'est vrai que c'est, bon, il y a ici évidemment l'Islande, hein, qui émet 27 grammes de CO2 par kilowattheure, parce qu'eux, ils ont la géothermie, hein, donc c'est uniquement pour l'électricité. Hein, la France, elle a ses centrales nucléaires, bien qu'il y en a beaucoup qui sont à l'arrêt, mais enfin, elle a quand même ses centrales nucléaires, elle a de l'hydraulique, etc. Donc, elle, quand vous regardez n'importe quand, elle sera toujours verte. Ça va un peu monter selon la météo, etc. Alors, il y a les seuls qui sont vraiment verts tout le temps, c'est la Norvège, bien sûr, mais la Norvège ne fait pas partie de l'Union européenne, c'est la Suède. La Suède, elle a beaucoup de nucléaire, elle a aussi beaucoup d'éolien, elle a beaucoup de capacités de stockage parce que c'est un très grand territoire, elle a de l'hydraulique, etc. Donc, elle n'a aucun problème à utiliser son éolien. Mais la Suède veut sa patrie de Greta Thunberg, et pourtant elle a annoncé « je veux développer le nucléaire ». Voilà. Il y a une annonce qui a été faite, et ça ne m'intéresse plus de regarder les énergies renouvelables toutes seules, je regarde les énergies décarbonées. Et c'est ça que l'Europe devrait faire. Or, elle ne le fait pas parce qu'elle se concentre uniquement sur les renouvelables. Alors, il y a d'autres, donc peut-être, non, ces pays-là, c'est presque les seuls, je dirais. Vous voyez qu'il y a quelques pays qui sont un peu verts, mais ces pays-là, il y a des pays d'abord qui sont sombres tout le temps. Alors, un pays qui est évidemment tout à fait sombre, malgré qu'il a quand même 32% de renouvelables, c'est la Pologne parce qu'ils ont beaucoup de charbon. Mais ils veulent mettre des centrales nucléaires. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, l'Allemagne. Ça, c'est l'exemple. Energiewende, regardez ça, 318 grammes, hein, alors que nous, on a 141. Parce qu'on a encore maintenant, hein, et ça, vous le voyez ici, je repasserai un peu tout à l'heure pour voir, on a par chance beaucoup d'éolien maintenant, mais on a aussi encore nos 4 gigawatts de centrales nucléaires qui tournent à 98,38%. Donc, à 16 heures, on n'avait pas encore démarré la descente vers zéro, qui aura lieu. Je ne sais pas si on voit. Je sais pas si on voit ça.
Ah, bon. Donc ici, on a 37,19% de l'électricité, représentant 1,35 des émissions. On a encore 4 gigawatts. Mais si vous regardez à 0 heure cette nuit, eh bien, vous verrez que tout à coup, on n'a plus que 3 gigawatts. Donc, ça veut dire qu'on va devenir beaucoup plus brun parce qu'on aura arrêté. Donc, parmi les pays qui sont changeants en fonction de la météo et peut-être aussi des arrêts de réacteurs, et surtout en fonction de la météo, quand il n'y a pas de vent et de soleil, ben, il y a la Belgique, certainement. La Suisse aussi. La Suisse, parfois, elle est brune aussi. Maintenant, elle est un peu plus verte que la Belgique. Il y a l'Espagne. Vous voyez, maintenant, l'Espagne, par exemple, l'Espagne a beaucoup d'énergie renouvelable. Elle a du solaire, de l'éolien, c'est la patrie de Don Quijote. Mais elle a aussi du nucléaire, elle a encore du nucléaire et elle a de l'hydraulique aussi. Donc, elle s'en tire relativement bien. Et alors, le Portugal aussi, hein, dont on peut parler peut-être un peu plus tard, mais bon, je n'ai pas le temps de tout voir. Alors, évidemment, le Danemark, ça c'est un cas que j'aime beaucoup parce que le Danemark, c'est un pays qui a beaucoup d'éolien. Hein. Bon, le solaire, c'est un peu anecdotique. Et il s'en sort mieux que la Belgique en ce moment. Mais à d'autres moments, et c'est rare qu'il s'en sort mieux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, hein, il y a beaucoup d'éolien, et d'autre part, il peut compter sur la Norvège. Il y a une ligne directe à courant continu avec la Norvège, et donc quand il a trop d'éolien, c'est un tout petit pays, il a beaucoup d'éoliennes, il a des surcapacités éoliennes, et alors il envoie son électricité donc aux stations de pompage de Norvège, et le jour où il a besoin d'électricité, on lui renvoie l'électricité. Mais c'est un peu idiot quelque part, parce que son éolien, ça ne lui coûte rien. Il y a un coût marginal qui est zéro. Hein, il n'y a pas de combustible à payer, etc. Par contre, quand il rachète, il va payer le prix du marché. On va voir que ce n'est pas triste, justement, à l'époque actuelle. Donc là, il y a quand même un problème. C'est un cas intéressant. Je souhaiterais avoir plus de temps. Bon, alors je repasse quand même d'abord à mes slides. Je n'ai pas le temps, malheureusement, de faire le tour de tous les pays. Hein. Donc, on a vu les 3 types de pays, dont 2 qui sont figés pratiquement. Hein. Il y a aussi la Grande-Bretagne, par exemple, et l'Irlande, hein, qui, eux, sont parfois beaucoup plus verts, parce que l'Irlande a beaucoup de hydraulique, etc., aussi des éoliennes, donc elles s'en tirent parfois quand il y a beaucoup de vent et de soleil, et à d'autres moments, elles ne s'en tirent pas parce qu'elles doivent brûler du charbon. Hein. Et donc, il faut revoir ça donc dans le temps. Et c'est un peu le problème de ce... attendez, où est-ce que je suis? Oui, voilà. C'est un peu le problème de ce site qui est en real time, c'est que malheureusement, c'est difficile de comprendre hein, donc, ce qui se passe exactement. Ah oui, attendez, je vais faire encore autre chose. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais repasser... Oui, voilà, ça j'ai vu. Le grand... Oui, zut, non, attendez, j'ai un problème là. Je passe maintenant peut-être d'abord une sorte de petit film, voilà, parce que c'est un peu délicat ici. J'ai fait un montage, donc j'ai enregistré dans les jours précédents les couleurs. Hein. J'ai une première couleur le 31 janvier, donc aujourd'hui à 12 heures. Hein, donc un peu, et vous voyez peut-être, je ne me souviens plus quel était le chiffre, je crois qu'on avait un peu moins de vent, donc on était un peu moins bon pour la Belgique, par exemple, hein, de voir ce qui se passe. Et alors, je parcours rapidement quelques journées. Voilà. Donc, ici, toujours le 31. Oui, voilà, ça, c'est pour. Ça, je ne vais pas encore expliquer. Donc, c'est une autre composante qu'on peut expliquer donc, dans le réseau. Alors, le 30 janvier, qu'est-ce qui se passe? Regardez uniquement les couleurs. Hein, oui, il ne se passe pas grand-chose, sauf pratiquement encore la même chose. Hein. On voit sur le dessin aussi, on voit les importations, exportations qu'on peut aussi apprécier. Enfin, ici. Alors, voilà, ici, c'est toujours encore vert, le 29 janvier. Et puis, tout à coup, par exemple, le 28 janvier, à 16 heures, tout à coup, ça change un peu. L'Allemagne devient beaucoup plus sombre, l'Irlande devient beaucoup plus sombre.
la péninsule ibérique devient plus verte. Hein, et la chose curieuse, le Danemark devient plus sombre. Hein, et aussi la Hollande, hein, donc qui est relativement noire parce qu'il y a beaucoup de charbon, pas tellement d'énergie renouvelable, etc. Donc, vous voyez cette évolution qui se passe. Donc, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est dès demain, vous regardez déjà demain matin, vous verrez que la Belgique deviendra plus sombre à cause donc, de la fermeture de Tihange 2. Alors, c'est un peu une malchance, si on veut, pour ma présentation, c'est que pour l'instant, on a beaucoup de vent. Donc, quelque part, ça... alors que, par exemple, le 28 janvier, on n'avait quasiment pas de vent. Vous voyez ici, le vent s'est réduit à peau de chagrin. C'est ce qui est bleu en bleu ici, le vent. Réduit à peau de chagrin, le soleil, bon, c'est anecdotique en hiver, il y en a un petit peu. Et donc, alors qu'aujourd'hui, j'ai oublié de regarder le schéma, on avait beaucoup de vent. Donc, évidemment, on a verdi. Et quand il n'y a pas de vent, évidemment, et si vous enlevez encore 1 gigawatt nucléaire, vous allez vous rapprocher un petit peu de l'Allemagne ou de la Hollande, hein, ça c'est sûr. Alors, encore peut-être un... Oui, je crois que c'est mon dernier slide. Voilà, ici, ça c'était... ben oui, voilà, c'est à peu près la même chose. Là, vous voyez, l'Allemagne devient de plus en plus noire, quoi, hein, ici, finalement. Le plus noir, elle est à 304, hein, c'est pas encore de trop, mais elle a atteint à certains moments, quand il y a eu des grandes périodes, ce qu'on appelle des interruptions, donc il n'y a pas de vent du tout, c'est ce qu'on appelle en allemand la Dunkelflaut, donc il n'y a pas de vent, et elle a atteint parfois jusqu'à 700 grammes de CO2 par kilowattheure. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais montrer par rapport à ça. Alors, je reviens. Ah oui, non, je suis toujours bon. Je reviens à mon expo. Non, attendez. Est-ce que je suis là, 31 oui, là, je suis revenu à mon site. Non, pourtant, c'est ça. PowerPoint. Alors, je reviens à PowerPoint. Et je dois essayer de retourner. Attendez un peu, donc ici, j'avais ce petit cinéma. Ah oui, donc tout ça nous aide à comprendre le réseau. Ça permet de comprendre donc, ce qui se trouve dans le réseau, le mix énergétique, les émissions de CO2, ça c'est les couleurs. Hein. Aussi, on peut voir les importations, exportations, je les remontrerai peut-être après, l'évolution de l'intensité carbone sur 24 heures, oui, ça je devrais remontrer aussi avec le site, et l'évolution du mix sur 24 heures, hein, c'est ce qu'on avait vu dans un des dessins. Donc, par exemple, avec le nucléaire qui est vert, l'éolien qui est bleu, etc., qui est ocre, etc. Alors, je continue. Attendez, donc ça, j'essaie de voir. Alors, oui, ce qui se passe, hein, si on regarde en détail tout ça, qu'on observe dans la durée, on s'aperçoit que quand on regarde la réalité des choses, donc il y a le grand réseau européen que vous venez de voir maintenant, avec les couleurs, les mix, etc. Ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'il y a une très, très forte corrélation entre les pays de la production, entre les différents pays de la production éolienne. Or, c'est quand même un des éléments qui fait que les couleurs changent, hein, puisque vous changez de couleur s'il n'y a pas de vent ou beaucoup de vent, etc. Et donc, ça, c'est la réalité, malheureusement, c'est qu'on n'a pas, c'est ce qu'on appelle le foisonnement. Il y a une uniformisation des couleurs. Donc, par exemple, quand la Belgique devient plus brune, le Danemark devient plus brun aussi, l'Allemagne devient plus noire, parce que il y a, le régime de vent est pratiquement le même à travers l'Europe. Le continent européen est trop petit que pour pouvoir compenser, qu'il y ait de grandes différences. Donc, le slogan, moi j'appelle ça un slogan, il y a toujours du vent quelque part, c'est faux en réalité. Il y a ou bien peu ou bien beaucoup partout, hein, souvent. Bon, on peut avoir peut-être parfois localement des petites différences, mais ce n'est pas le cas. Par exemple, entre les éoliennes en mer du Nord et les éoliennes sur terre, en Belgique par exemple, le vent souffle de la même façon. Seulement les éoliennes en mer produisent plus, évidemment, parce que le vent est plus fort et la génération d'électricité augmente avec le cube de la vitesse.
Alors, voilà, donc ça, je vais montrer. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? En temps réel, d'autres données. Oui, voilà. Ça, je peux remontrer alors mon site. Et je repars vers le site. Voilà. Alors, c'est pour, je m'oriente ici à la Belgique. Donc, les autres données real-time, je vais uniquement regarder la Belgique parce que ça devient un peu compliqué de tout regarder. Vous voyez qu'en Belgique, donc ça c'est aujourd'hui à 16 heures, il y a du retard. On voit qu'on a toujours 4 gigawatts, donc, qui travaillent pratiquement donc, à 4,94 gigawatts, 5 gigawatts, je veux dire, qui travaillent pratiquement à 100%. Mais maintenant, on va observer en soirée, si vous le suivez en soirée, une diminution vers 0, vers minuit. Alors, il y a beaucoup d'éoliens. Donc, ça, c'est ce qu'on voit. Alors, on voit aussi les importations et les exportations. Ça, c'est très intéressant. Par exemple, ici, on voit que l'Allemagne, les importations, c'est ici. L'Allemagne, c'est quand même pas mal. C'est 5,3% de l'électricité. Et probablement, quand on aura perdu 1 gigawatt nucléaire, ce sera beaucoup plus. Parce que comme les Français ont un problème avec leurs propres réacteurs nucléaires, beaucoup sont à l'arrêt, ce sera l'Allemagne qui va nous livrer à base de charbon. Donc, on va devenir beaucoup plus brun. On a pour l'instant l'occasion encore d'exporter vers la France. Regardez ça. Ici, c'est les exportations. Et alors, on importe aussi des Pays-Bas, qui est évidemment assez sale aussi au point de vue CO2. Alors, on peut voir donc sur ce site, pour tous les pays, l'intensité carbone des 24 dernières heures, donc, qui est ici. Donc, vous voyez que parfois, on a été plus élevé, puis tout à coup, on a une phase où on était plus vert, parce qu'il y avait plus de vent. On a eu une pointe de vent à un moment donné, et puis on revient moins vert, etc., parce qu'il y a moins de vent. Et ici, on va évidemment réaugmenter vers minuit. Alors, voilà. Alors ça vous montre d'ailleurs le mix qu'on a des 24 dernières heures, entre 16 heures hier et 16 heures aujourd'hui. Vous voyez, en vert, c'est l'électricité nucléaire qui est pratiquement constante parce qu'elle travaille en base. On a en bleu l'éolien, donc on voit qu'il y a une variation assez importante sur une journée. On a un peu en fin d'après-midi, jusque fin d'après-midi, on a un peu de solaire, enfin c'est anecdotique. On a pas mal de gaz et on a évidemment des importations d'Allemagne, etc. Donc ça, c'est extrêmement intéressant de le voir. Et alors, une chose qui est très intéressante aussi, c'est le prix de l'électricité. Alors, c'est là que je viens, parce que ça, c'est peut-être un des thèmes centraux, et malheureusement, je n'aurai pas beaucoup de temps d'en parler. Le prix de l'électricité, c'est au cours des heures, finalement, c'est le reflet pratiquement de ceci. Vous voyez que les deux courbes sont presque identiques. Et alors, on a une pointe, évidemment, au moment où on a beaucoup de gaz. Et vous voyez que le prix de l'électricité, c'est 227, donc c'est 23 cents par kilowattheure. C'est énorme, 23 cents par kilowattheure. On a parfois atteint 700 à certains moments. C'est pour ça que le message, quand on nous dit oh, le prix du gaz a diminué, le prix de l'électricité a diminué, et pourquoi est-ce qu'il a diminué? Parce qu'on avait moins de demandes. Et pourquoi est-ce que ce prix colle à celui du gaz? C'est ça qui se passe. En fait, c'est 2 à 3 fois le prix du gaz. Pourquoi? Parce que le gaz est le seul moyen de contrôle qu'on a sous-placé pour ajuster l'offre et la demande. Les éoliennes ne le font pas du tout puisque c'est d'énergie fatale, le photovoltaïque non plus. Et donc, le nucléaire, il est plutôt en basse. Vous avez vu qu'il est constant. Il est pratiquement constant dans le chemin dans le power mix. Et donc, le seul qui peut suivre, c'est les turbines à gaz qui peuvent s'ajuster aux fluctuations de la demande. C'est pour ça que l'unité qui produit en dernier, c'est forcément une énergie fossile. Ça peut être le charbon aussi dans certains cas. Mais dans le cas de l'Europe, c'est surtout le gaz. C'est pour ça qu'on paye le prix du gaz. Et comme il y a une pénurie de gaz à cause de la guerre en Ukraine, eh bien, voilà. Donc on paye des prix majorés. Je vais montrer dans un instant. On était à 5 cents avant le Covid, ou 3 cents maintenant. On est à 23 cents, 25 cents.
Donc, c'est énorme par rapport au prix de l'énergie. Ici, c'est uniquement le prix du marché. Donc, il y a, évidemment, dans le prix au consommateur, il y a d'autres choses. Donc, ça, c'est une chose. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, voilà, je vais vous montrer avec la Belgique, donc peut-être ce qui se passe sur les 30 derniers jours, parce que ça, c'est intéressant. C'est un mois, hein, pour voir l'évolution des émissions de CO2 sur les 30 derniers jours. Hein, les voilà. Hein, donc, vous avez l'intensité carbone. Donc, ici, on se situe entre le 31 décembre et le 30 janvier, hein, hier. Hein, oui, il y a même un peu de... Vous voyez, ça, c'est l'intensité carbone. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'au début du mois, si vous vous souvenez, on a eu une très belle période où il y avait assez bien de vent, il ne faisait pas trop froid, etc. Puis, à un moment donné, voilà, il y a eu du vent. Hein, donc, on a monté directement. On était presque, le 1er janvier, évidemment, il n'y avait pas de production pratiquement parce que très peu de demande. Et puis, on a monté très fort et maintenant, on a atteint, il y a eu un moment donné, il faisait très froid, pas de vent du tout. Hein. Aujourd'hui, il y a plus de vent, donc ce n'est pas de chance. Et alors, si vous comparez ça au prix de l'électricité dans les 30 derniers jours, c'est ce que vous voyez ici, c'est la même chose, quoi, pratiquement, c'est le même schéma. Et si vous regardez, c'est ça qui est incroyable, si vous regardez d'autres pays, hein, de l'Europe qui sont liés au grand réseau, eh bien, pratiquement, cette courbe est la même. Donc, cette évolution des prix, pourquoi? Parce qu'elle traduit l'évolution du prix du gaz. Hein. Et évidemment, quand on a peu de demande, on utilise peu de gaz, donc les prix sont bas. Quand on utilise beaucoup voilà, ici, on est au maximum. Par exemple, je crois que le 1er janvier, je ne sais pas, on était à 5 cents seulement. On a retrouvé le prix d'avant la guerre avant le Covid et la guerre on était à 5 cents. C'est le prix qu'on avait dans le passé. Donc voilà, donc ça c'est remarquable. Hein. Alors, si je regarde aussi à 5 ans, je peux voir directement, voilà, l'intensité carbone, voilà, vous la voyez ici. En 2022, on devrait, oui, le 2022, pourtant il devrait être là, enfin, on était à 176, vous voyez, avant on était moins. En 2021, je pense qu'on était, j'en étais un peu moins, je ne vois pas très bien ici, mais on est à 176, et ici on ne sait pas montrer le power mix parce que ce serait trop, mais voilà le prix de l'électricité dans les 5 dernières années. Eh bien, vous constatez que si on regarde ici en 2018, donc ce sont des euros par mégawattheure, donc il faut diviser par 1000 pour avoir des kilowattheures, donc c'est 4,3 cents par kilowattheure. Alors qu'aujourd'hui, comme on a dit, on a 20, 25, etc. Donc on a 6 fois plus en fait. Alors en 2019, c'était encore avant le Covid, et alors pendant le Covid, on n'avait que attendez, ici, je ne sais pas où je suis, je payais 3 cents par kilowattheure. Pourquoi? À cause de la crise Covid. Et puis alors, en 2021, on avait une pénurie, et cette pénurie s'est arrêtée avec la relance des activités. Il n'y avait pas encore la guerre en Ukraine. On était à 10 centimes par kilowattheure. Donc, 3 fois plus déjà que... Et c'est là que se posaient tout doucement des problèmes de pénurie. Parce qu'on a relancé l'économie, donc on consommait beaucoup plus. Pendant le Covid, on consommait beaucoup moins. Et par la suite, on a eu, à partir de février, 23 février, on a lancé il y a la guerre, donc les sanctions contre la Russie, et donc voilà, les prix montent de façon colossale. En moyenne, quand même, en 2022, on avait 24 cents. 24 cents. Donc voilà. Alors que mais c'est le prix du marché, hein, ça, donc c'est pas encore le prix des consommateurs qu'on ne voit pas ici, c'est uniquement le prix du marché. Alors bon, attendez, je vais peut-être continuer. Je crois que j'ai encore un peu de temps pour
pour la suite. Donc, ça, c'est le deuxième site. Je pense que c'est très intéressant. Donc, je vous invite vraiment à aller le consulter. Alors, maintenant, je reviens à mon tour du Green Deal. Slideshow, from current slide, all right. Alors, en temps réel, on l'a vu. En temps réel, pour les prix marché, en prix marché, on l'a vu. Alors, voilà. Donc, ça, c'est la deuxième promesse, une autre promesse du grand réseau. C'est que ce grand réseau, en réalité, c'est une catastrophe pour les prix de marché, parce que le prix de l'électricité, c'est le prix du gaz. Ça, c'est assez clair, parce que le gaz, c'est le régulateur de la gestion du réseau. Et le réseau, c'est quoi? C'est une sorte de... C'est la copper plate, c'est des vases communicants. C'est-à-dire, quand il y a trop d'électricité d'un côté, ça coule d'un autre. Quand il n'y en a pas assez, elle est remplie. Voilà. Donc, c'est presque inévitable qu'on ait... C'est une loi physique de la physique, c'est la loi de Kirchhoff, qu'on ne sait pas éviter que l'électricité se balade un peu partout. Et finalement, pour réguler ça, c'est le gaz. À un moment donné, il faut qu'on mette, si on a beaucoup d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques qui sont une source d'incroyables chaotiques, des sources chaotiques de production pratiquement, tellement irrégulières que le prix fluctue tout le temps. Et donc, pour maintenir l'équilibre, il faut bien qu'on ait cela. Donc, je dirais, ce site-ci met à mal les deux grandes promesses du Green Deal. Donc, c'est-à-dire que c'est de dire qu'il va y avoir du poisonnement, donc il n'y a pas trop de problèmes. Si on n'a pas, à un moment donné, il n'y a pas de production dans le pays A, il y a de la production dans le pays B. C'est faux. Alors, le prix du marché, c'est uniformisé par la plaque de cuivre. Et donc, les seuls pays qui vont s'en sortir, je n'ai pas montré de ça, et c'est bien connu, aujourd'hui on en parle d'ailleurs dans la presse, c'est dans la péninsule ibérique et c'est les Suédois qui s'en sortent. Parce qu'ils ont une production autonome, assez de production autonome pour ne plus dépendre du gaz russe. Et par exemple, le Portugal, donc l'Espagne, le Portugal importe aussi est relié par réseau avec l'Espagne. L'Espagne est assez peu reliée par le réseau européen, le grand réseau. Donc, ils ne doivent pas vraiment acheter du gaz à des prix majorés. Il y a des importations du Maroc aussi qu'on voit très clairement sur le site, etc. Mais je n'ai pas le temps d'entrer. Donc, la politique, en fait, ici, si on veut réduire le prix du marché, pour moi, il n'y a qu'une seule solution. Il faut rester autonome le plus possible, dépendre le moins possible du réseau. Et notamment, par exemple, c'est le cas de la France qui utilise très peu de gaz, mais qui paye le même prix que tous les autres pays. Parce que ça, j'ai oublié de le dire. Donc, le prix du marché, il est le même dans tous les pays qui s'intègrent dans le grand réseau. Donc, voilà. Alors, là, donc, pour moi, le Green Deal, là, j'ai plus énormément de temps, j'essaie de foncer. Il y a, au fond, je crois, 7 grandes erreurs de construction dans ce Green Deal, tel qu'il est présenté. Le Green Deal, donc c'est un instrument économique qui apparemment ne fonctionne pas comme on voudrait, et j'ai de forts doutes qu'il puisse atteindre les objectifs qui me paraissent un peu impossibles à atteindre en réalité. Alors, il y a toujours cette confusion entre et ça c'est très courant, tout le monde, les politiciens se gourrent, les journaux racontent n'importe quoi, c'est la capacité de production qui est en mégawatts et la production effective. On l'a vu à propos des 1236 gigawatts, alors qu'on veut décarboner l'énergie. Les gigawatts, c'est 1000 mégawatts, donc c'est de la puissance, c'est une capacité. Une capacité ne fonctionne pas tout le temps. Donc, vous pouvez avoir une immense capacité éolienne, s'il n'y a pas de vent, elle ne produit rien. Donc, il faut vraiment éviter cette confusion. Donc, la technologie X, ce n'est pas la technologie Y, c'est vraiment comparer des pommes et des poires. C'est pour ça que le 1236, je ne comprends pas d'où il vient. Parce que si on ne définit pas un gigawatt, on ne définit pas un power mix, ça n'a pas de sens en réalité. Alors, il y a la confusion énergie finale et énergie électrique. Donc, confusion sur les objectifs. On n'est jamais sûr. Moi, je pense qu'on parle de l'énergie, mais on a vu
l'énergie, c'est quelques pourcents à peine hein, du total qu'on a décarboné aujourd'hui. Donc, vouloir dire qu'on va décarboner à 45%, c'est tout à fait fantaisiste, on n'y arrivera pas. Et même arriver à 100%, enfin, beaucoup de choses peuvent arriver en 2050. In the long term, we are all dead. Hein, ça, c'est Keynes qui disait ça. Dans le long terme, nous sommes tous morts, donc ça, on ne le verra plus. Alors, il y a la confusion des capacités ENR et les réductions de CO2. Comme on l'a vu, l'Allemagne qui a le plus de capacité, eh bien, c'est celle qui a pratiquement le plus de CO2 en Europe, avec le Danemark. Alors, il y a la confusion des capacités différentes des pays membres. Par exemple, la communauté européenne va punir la France parce qu'elle n'a pas suffisamment d'énergie renouvelable intermittente, mais ça n'a pas de sens, alors que c'est un des pays les plus verts d'Europe. Hein. Donc, il faut regarder non pas les capacités ENRI, mais il faut regarder les capacités à décarboner. C'est la seule chose. Et là, le nucléaire doit être dedans, c'est évident. Il y a une confusion entre ENR et énergie domestique, ça n'apparaît pas ici, je n'ai pas pu le présenter, mais c'est le fait que le soleil et le vent, c'est vrai que c'est gratuit en principe, hein, mais il faut d'abord les construire, hein, ils sont souvent importés, les panneaux photovoltaïques sont importés d'autres régions, on utilise toutes sortes de matériaux qui ne sont pas domestiques, etc. Alors il y a évidemment la confusion entre énergie verte, hein, c'est incroyable. Il y a d'autres aspects que le CO2. Il y a l'impact énorme sur les territoires. Comme vous avez des sources très délocalisées, vous devez construire énormément d'interconnexions, de mettre des câbles un peu partout. Il y a la boucle du Hainaut, par exemple, dont on discute beaucoup en ce moment, qui coûte aussi des milliards, etc. Donc il y a cette confusion entre les coûts d'investissement et les coûts d'exploitation. Le prix des électrons, c'est le prix du marché, mais il y a un prix de tout le cycle de vie d'une machine à produire de l'électricité qui est beaucoup plus complexe, hein, parce qu'il faut, chaque éolienne doit avoir une doublure thermique quelque part. Hein. Alors, donc voilà, alors ici je n'ai pas montré, je montre rapidement. En fait, on peut facilement montrer qu'il y a une corrélation. Donc, si vous regardez votre facture d'électricité, bien entendu, vous allez voir le prix du marché qui est majoré, qui était 5 cents, disons, en moyenne, jusqu'en 2020, même un peu en dessous, hein, pendant le Covid, c'est descendu. Et puis alors, il y a tout le reste que vous payez aux intercommunales notamment, hein, mais aussi toute cette gestion du réseau, le prix de la doublure thermique, hein, qu'il faut multiplier par 2 pratiquement les puissances, hein, pour avoir le même résultat. Tout ça, ça coûte très cher. Et donc, ça fait qu'en Belgique, on a une des électricités qui est la plus chère du monde, d'Europe en tout cas. Vous voyez, ici, on a fait un calcul, M. Furfari, en 2018, donc avant la crise du Covid, on voit que les grands champions, hein, c'est la Belgique qui pourtant n'avait pas encore des masses d'éoliennes, panneaux photovoltaïques. Il y a aussi des éoliennes qui prennent peut-être au passage. Il y a l'Allemagne qui était le plus cher et le Danemark. Voilà. Et qui ont 2 pays champions. Et voilà, si on trace la courbe ici de croissance des renouvelables, on voit qu'il y a une corrélation. Les renouvelables montent en 2020. Ici, ça descend évidemment en 2020 à cause du Covid. Ça, évidemment, les éoliennes ne savent pas en tenir compte. Alors, donc, ce marché, pour moi, il est complètement défaillant. La présence des ENRI crée une très grande volatilité des prix, à nouveau les prix marchés, une forte dépendance vis-à-vis du gaz ou du charbon, les doublures thermiques. Le prix du marché, je n'ai pas le temps de le vérifier, mais si vous regardez vous-même, vous verrez que le prix du marché est le même dans tous les pays interconnectés. Et il est majoré, bien sûr, par les surcharges qu'on ne voit pas apparaître ici, évidemment, dans le... Alors, faut-il sauver le soldat Green Deal? Moi, je pense qu'il faut abandonner. Ça n'a pas beaucoup de sens. D'autre part, ce Green Deal, il ne fait pas de distinction entre les différents pays. On le voit bien que c'est absurde. Hein. Il y a des pays qui peuvent peut-être se sortir. Hein. De toute façon, pour l'électricité, on a déjà atteint l'objectif en Europe, hein, puisqu'on a 65% de décarboné. Mais au niveau de l'énergie totale, il faut multiplier par 0,22 hein, pour avoir le... Donc, c'est quelques pourcents, c'est 7% qu'on a atteint. Et je doute très fort qu'on aurait 45%. Je crois que les parlementaires européens qui ont discuté de ça, qui ont approuvé ce projet de pousser les éoliennes et les panneaux photovoltaïques, surtout, n'ont pas réalisé à quoi ils s'engageaient.
De toute façon, en Europe, il y a un principe de subsidiarité. Chaque pays est maître de son mix énergétique. Donc, on ne peut pas pénaliser un pays comme la France qui n'a pas atteint l'objectif renouvelable. Il faut tout simplement éliminer cet objectif. On peut mettre un objectif, comme il y avait au départ, de décarbonation, par exemple par rapport à 1990. Ça c'est bon. Mais alors, donc, pour en sortir, il faut garder une autonomie maximale. Donc, on voit l'exemple de la péninsule ibérique, qui a des coûts beaucoup moins élevés, des prix de marché moins élevés, parce qu'ils ont plus d'autonomie. La Belgique l'avait avec ses réacteurs nucléaires. On avait 6 gigawatts. Bientôt, maintenant, ce soir, on n'aura plus que 4 gigawatts. C'est énorme pour un tout petit pays comme ça. Donc, c'est en fait absurde d'avoir arrêté, parce qu'il faudrait au moins doubler 2,3 fois le nombre d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques pour avoir la même chose, théoriquement, que les deux réacteurs qu'on a arrêtés. Et encore, ce n'est pas la même chose, parce que ces systèmes ne sont pas pilotables et qu'on n'a pas le stockage les moyens de stocker cette énergie intermittente. Alors, préférer le gaz au charbon, et ça, ce n'est pas du tout ce que fait l'Allemagne, hein, puisqu'ils ont, dans l'urgence, ils remettent du charbon. Et ce sera inévitable. Hein. Plus ils vont sortir complètement du nucléaire en mars, eh bien, ils devront remplacer par du charbon encore plus. Alors, réserver les Henri pour des marchés de niche, moi je crois que c'est ça, il faut les sortir des réseaux. Par exemple, les panneaux photovoltaïques doivent servir uniquement pour l'autoconsommation. On peut faire là de nouvelles applications, par exemple, mettre de l'air conditionné en été, mais alors abandonner tous ces subsides, les compteurs qui tournent à l'envers, c'est un désastre économique. Ça fait monter très fort les factures des autres, des gens qui n'ont pas de panneaux photovoltaïques. Alors, pour moi, l'hydrogène, ce n'est pas une solution. L'hydrogène, d'abord, les rendements sont extrêmement faibles. Hein, ou bien on fait de l'électricité, ou bien on fait de l'hydrogène, par exemple. Les deux, on ne sait pas le faire. L'hydrogène, on ne pourrait le faire qu'avec l'éolien en mer, éventuellement, on pourrait le faire, mais l'utiliser pour stocker de l'électricité, pour moi, c'est idiot. Et c'est ce que dit mon collègue Firfari, qui dit faire de l'hydrogène pour stocker de l'électricité, c'est un bien de luxe, l'hydrogène, qui est très utile dans toutes sortes d'applications, en agriculture notamment, pour faire des engrais, pour l'ammoniac, etc. Le brûler, par exemple, dans les tuyaux de gaz, hein, comme certains l'ont proposé, c'est comme brûler des sacs Vuitton pour se chauffer. Et là, je suis assez d'accord. De toute façon, les rendements sont minimes, et ce n'est pas un gaz, c'est un vecteur énergétique. Et on peut penser à de nouvelles applications, c'est vrai, peut-être ça peut servir pour le green deal. Je suis très sceptique. Les batteries, c'est tout à fait, on n'est nulle part. Si vous regardez le site, l'Allemagne a un peu de batteries, mais à cette dimension-là, au niveau de pays, il faudrait déjà des centaines de milliers de tonnes de batteries, rien que pour la Belgique, hein, pour stocker. Et encore, on ne peut pas stocker entre des saisons, ce n'est pas possible. J'ai déjà parlé de la centrale de Caux, 1250 fois les centrales de Caux pour l'équivalent, on ne les a pas. Alors, nous sommes en route, les 100% renouvelables, c'est un mensonge pour moi. On trouve bien, évidemment, qui profitent les promoteurs éoliens solaires, les gaziers aussi, hein, qui font de très grands profits actuellement, comme vous le savez, ainsi qu'avec les prix du marché qui sont tellement élevés. Les producteurs éoliens, ils n'ont pratiquement aucun frais ils n'ont pas de frais de combustible puisque les coûts marginaux sont zéro, mais ils profitent des prix garantis. Il y a des prix garantis, des certificats verts, etc. Donc, on ne va pas pouvoir, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens, c'est infaisable. Alors, pour moi, c'est un mécanisme économique, hein, donc c'est presque, je dirais, j'allais dire que c'est triste de dire ça, hein, mais que la guerre en Ukraine, c'est presque une campagne publicitaire, hein, pour certains énergies alternatives qui ne vont pas vraiment servir à éliminer le gaz russe. Donc, on ne pourra pas réduire les émissions de CO2. On le voit bien avec l'Allemagne, hein, puisque c'est un des pays les plus sombres pour l'électricité, en tout cas. La réalité, ce sont les prix d'électricité élevés, les risques de pénurie, parce qu'on dépend du gaz, et d'importants impacts environnementaux. Donc, au minimum, on doit réformer tout ça. Et d'autre part, moi, j'estime qu'aucune transition technologique n'a jamais eu lieu sous la contrainte de règlements et de lois.
On veut par exemple interdire le nucléaire. En Belgique, on a voulu le faire. Maintenant, on revient timidement en arrière, mais c'est insuffisant. Ce que je dis toujours, il y a eu une transition technologique quand on a abandonné le charbon et le fioul pour faire de l'électricité, hein, qu'on est passé au nucléaire et au gaz, qui est beaucoup plus propre que le charbon et que le fioul. Donc ça, c'était une vraie transition énergétique. Et on le voit d'ailleurs dans les résultats. Tandis qu'actuellement, on n'a pas de transition technologique avec les éoliennes. Au contraire, ça complique les choses. Alors, les diligences et les bateaux à voile, on ne les a pas interdites, elles sont passées au train, pour passer au train en bateau à vapeur. Quand on passe à une nouvelle technologie, quand elle est plus intéressante, hein, qu'elle coûte moins cher, donc ce n'est pas par des règlements qu'on va forcer ça. Voilà. Alors, voilà, les sites, hein, vous pouvez peut-être prendre note, je dirais si vous tapez le emberclimate.org et electricitymap.org, vous allez les trouver. Alors moi, j'ai écrit un article à propos des prix, que je n'ai pas eu le temps de tellement discuter de ça. Pourquoi les factures sont si élevées? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire les factures? Pour moi, c'est ça. Il faut peut-être éviter d'avoir trop de renouvelables. Sans doute qu'il faudra faire la paix, peut-être arrêter la pénurie actuelle et peut-être être en tout cas plus autonome au point de vue du réseau. Alors vous pouvez regarder, si vous regardez sur mon site ResearchGate, avec mon nom, les publications, peut-être si vous avez le temps de noter, alors vous verrez cet article qui est très intéressant, donc qui est accessible à tous. Et alors, pour les dernier conseil, regardez tous les jours et surtout demain electricitymap.org, hein, et vous verrez que nous serons devenus plus bruns, malheureusement. Hein. On va à toute vitesse vers l'Allemagne. Et Ember, le jour où il y a 2022, vous pouvez aussi vérifier que le charbon est en train de remonter. Donc voilà, ça c'est le résultat de cette politique. Hein. Pour moi, c'est ça, voir. Oui.